Les premiers rayons d'un soleil d'avril traversaient les stores de mon bureau, au deuxième étage d'un immeuble du centre de Nice. J'adore arriver tôt, avant l'agitation, les appels téléphoniques et les questions incessantes des employés. Durant ces heures matinales, je peux examiner sereinement les plans des nouveaux projets, esquisser des idées et simplement profiter de ce calme si rare dans le monde des affaires. J'ai ajusté mes lunettes à fine monture et pris une gorgée de café dans ma fidèle tasse sur laquelle était écrit « Le patron a toujours raison ». Un cadeau de mon équipe pour mes 70 ans, il y a 3 ans. C'était une bonne blague, considérant que, la plupart du temps, j'avais effectivement raison. Ce n'est pas un hasard si Lambert Création Verte prospère depuis 4 décennies dans le milieu concurrentiel de l'aménagement paysager sur la Côte d'Azur. Ma secrétaire, Brigitte, qui travaille avec moi depuis 15 ans, a frappé à la porte et est entrée avec une petite pile de courrier. « Bonjour, Madame Lambert. Voici le courrier. Il y a quelque chose de personnel pour vous. On dirait une invitation, dit-elle en posant une enveloppe de couleur ivoire sur le dessus des lettres professionnelles. Merci, Brigitte. Et s'il vous plaît, combien de fois devrais-je vous le dire? Appelez-moi Viola. Après toutes ces années, c'est ridicule. Elle a souri. Mais je savais que le lendemain, elle m'appellerait de nouveau Madame Lambert. Vieille école. Que voulez-vous? J'ai mis les documents de côté et j'ai pris l'élégante enveloppe. Le papier semblait coûteux, et mon adresse était écrite d'une main calligraphiée. En la retournant, j'ai vu les initiales E et D dans un monogramme complexe. Héloïse et Daniel. Ma petite fille allait se marier. En ouvrant l'enveloppe, j'ai sorti un faire-part dans des tons de bleu doux avec un gaufrage argenté. Nous avons le plaisir de vous convier au mariage d'Héloïse Morgane Lambert et de Daniel Ezra Hérault. La cérémonie aurait lieu dans 1 mois, dans l'un des domaines les plus prestigieux de la Côte d'Azur. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, regardant l'invitation. Héloïse a 26 ans et épouse un jeune homme d'une famille aisée. Autant que je sache, il travaille pour la société d'investissement de son père. Nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois, et il m'a semblé poli, mais un peu distant. Comme la plupart des jeunes hommes lorsqu'ils rencontrent la grand-mère de leur petite amie. J'ai passé mes doigts sur les lettres en relief. Et les souvenirs ont afflué comme une marée de printemps. Héloïse, ma première petite fille, l'aînée de ma fille Audrey. Quand elle est née, Audrey commençait tout juste sa carrière dans un cabinet d'avocat, et je prenais souvent le bébé chez moi pour que ma fille puisse travailler tard. Je me souviens de porter la petite Héloïse dans une écharpe de portage tout en supervisant les paysagistes sur différents chantiers. Les clients s'extasiaient et mes jardiniers bourrus se transformaient en colombes roucoulantes à la vue du bébé. C'étaient des jours spéciaux. Audrey était reconnaissante de mon aide, bien que peu s'en souviennent maintenant. Je me souviens avoir bercé Héloïse la nuit quand elle faisait ses dents, pour qu'Audrey puisse dormir un peu avant ses réunions importantes. Je me souviens lui avoir appris ses premiers mots, l'avoir emmenée au parc et lui avoir appris le nom de toutes les plantes. À 5 ans, ma petite fille pouvait faire la différence entre un magnolia et un camélia, ce qui me remplissait de fierté. Un appel téléphonique m'a tiré de mes souvenirs. Le nom d'Audrey s'est allumé sur l'écran. Quand on parle du loup. Bonjour, ma chérie, ai-je répondu, essayant de cacher ma surprise. Audrey appelait rarement juste pour appeler, généralement seulement en cas de besoin ou pour les fêtes. Maman, tu as reçu le faire-part? Demanda-t-elle sans préambule. Je viens de l'ouvrir. C'est très beau. Héloïse a toujours eu bon goût. Oui, elle et Daniel ont choisi un organisateur de Paris qui a travaillé avec plusieurs célébrités, dit Audrey, sa voix trahissant sa fierté. Je t'appelle pour être sûre que tu viendras. Héloïse espère vraiment que tu seras là. J'ai réprimé un soupir. Il était étrange d'entendre parler des espoirs de ma petite fille par un tiers, alors qu'elle avait mon numéro de téléphone. Bien sûr que je serai là. Comment pourrais-je manquer le mariage de ma première petite fille? Super. Audrey sembla pousser un soupir de soulagement. Il y aura beaucoup de gens importants, y compris les partenaires commerciaux de Daniel et certains clients de Jacques. Jacques est son mari, mon gendre. Un homme sympathique, mais nous n'avons jamais été particulièrement proches. J'essaierai de ne gêner personne par ma présence, dis-je avec une légère ironie qu'Audrey n'a probablement pas remarquée. Quoi? Non, maman. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste te prévenir que ce sera très formel. Audrey, je dirige une entreprise depuis 40 ans. Je sais comment me comporter lors d'événements formels. Il y eut une courte pause. Bien sûr que tu sais. Je suis désolée.
Je suis juste nerveuse et je veux que tout soit parfait. Je comprends. Ne t'inquiète pas. J'ai changé de sujet. Comment va Héloïse? Comment se passent les préparatifs? Pendant les 10 minutes qui ont suivi, Audrey a parlé des détails du mariage, des arrangements floraux, du menu et d'autres choses que je n'avais pas demandées. Pas un mot sur ce que ressentait vraiment Héloïse, si elle était heureuse ou nerveuse. Autrefois, je savais tout de ma petite fille, ses peurs, ses rêves, ses secrets. Maintenant, j'écoutais un rapport sur son mariage comme si j'étais une étrangère. Ça a l'air merveilleux, dis-je quand Audrey fit une pause. Embrasse-la pour moi. Peut-être pourrions-nous nous voir avant le mariage pour prendre un thé? Oh, elle est terriblement occupée en ce moment. Maman. Entre le travail et les préparatifs de dernière minute, elle a à peine le temps de dormir. Mais je ne manquerai pas de lui dire. Écoute, je dois filer à une réunion. On se parle plus tard, d'accord? Et elle a raccroché sans attendre ma réponse. Typique. J'ai posé le téléphone et suis revenue au faire-part. Étrange, mais mes relations avec mes enfants ont toujours été comme ça. Pas mauvaises, juste superficielles. Après la mort de leur père, mon mari Henri, il y a 10 ans, la distance n'a fait que grandir. C'était comme si, sans lui, j'étais devenue juste une vieille femme qu'il fallait visiter par devoir, plutôt qu'une mère à qui l'on demandait conseil ou simplement avec qui l'on parlait. Mon fils Quentin n'est pas mieux. Il enseigne l'histoire à l'université d'Aix-Marseille et appelle environ une fois par mois. Les conversations tournent généralement autour de la météo, de ses dernières réalisations universitaires et de questions polies sur ma santé. Il ne me demande jamais des nouvelles de l'entreprise, même s'il sait que c'est une grande partie de ma vie. Pour lui, je suis figée dans le temps. Juste la maman qui préparait le dîner et vérifiait les devoirs, pas la femme qui a bâti une entreprise à partir de rien et qui continue de travailler parce que cela lui apporte de la satisfaction. J'ai soupiré et mis le faire-part dans mon sac. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 9 heures, et ma réunion quotidienne avec les chefs de projet allait commencer. Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre, regardant le panorama de Nice qui s'étendait en contrebas, la ville que j'avais contribué à verdir. Cette pensée m'a toujours procuré de la satisfaction. J'ai fondé Lambert Création Verte en 1984, à 31 ans, avec un camion et une équipe de 3 personnes. Henri travaillait comme ingénieur à l'époque et m'a soutenu, même si beaucoup pensaient que mon idée était folle. Une femme dans le secteur du paysagisme? La région est pleine de travailleurs étrangers qui feront le même travail pour la moitié du prix, disaient les sceptiques. Mais j'avais un avantage, un diplôme en botanique et un sens inné de l'esthétique. Je ne me contentais pas de tondre les pelouses et de tailler les buissons. Je créais des compositions de jardins, des écosystèmes durables, des espaces harmonieux. J'ai commencé par de petits jardins privés, puis je suis passé au parc public, aux campus d'entreprise et aux hôtels. Aujourd'hui, j'ai 120 employés, des succursales dans 3 villes et une réputation d'innovatrice en matière de paysagisme écologique. Mes enfants ont grandi dans cette entreprise. Ils passaient leurs vacances d'été à aider à la pépinière, à m'accompagner sur les chantiers et à écouter mes conversations interminables sur les plantes et le design. Mais aucun d'eux n'a montré d'intérêt pour l'entreprise. Audrey a choisi le droit. Quentin a choisi une carrière universitaire. Je ne leur ai jamais mis la pression, même si j'espérais secrètement que quelqu'un voudrait continuer l'affaire. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Viola, tout le monde est dans la salle de conférence, annonça Brigitte. J'arrive, dis-je en attrapant ma tablette avec mes projets en cours et en me dirigeant vers la réunion. La journée s'est déroulée avec les tâches habituelles. Rencontrer des clients, examiner des projets, résoudre des problèmes avec les fournisseurs. J'aime ce travail autant qu'il y a 40 ans, peut-être même plus, car j'ai maintenant l'expérience et la confiance qui me manquaient dans ma jeunesse. Le soir, en rentrant dans ma spacieuse maison d'un quartier calme de Nice, je me suis versé un verre de vin rouge et je suis sorti sur la terrasse. Mon propre jardin est ma fierté et ma joie, un laboratoire pour expérimenter de nouvelles variétés et de nouvelles idées de design. Il est particulièrement beau au printemps. Les magnolias sont en fleurs, les iris s'épanouissent, les feuilles vertes sont fraîches. J'ai ressorti le faire-part et les relus. Je devrais choisir un cadeau spécial pour Héloïse. Quelque chose de significatif, pas seulement un chèque, bien que l'argent ne ferait pas de mal à un jeune couple. Peut-être un terrain. J'ai plusieurs propriétés d'investissement dans des zones prometteuses. Ou des actions de l'entreprise. Mais est-ce que cela signifierait quelque chose pour elle? Autrefois, je savais ce qui rendrait ma petite fille heureuse.
Je me souviens que pour son 16e anniversaire, je lui avais offert une copie encadrée de mon premier business plan et des graines de plantes rares du monde entier. Elle était ravie et avait dit qu'elle accrocherait le plan au-dessus de son bureau pour s'en inspirer. Je me demande si elle l'a gardé. Probablement pas. J'ai soupiré et pris une gorgée de vin. La maison semblait trop calme, trop grande pour une seule personne. Après la mort d'Henri, beaucoup de gens m'ont conseillé de la vendre et de déménager dans quelque chose de plus petit, peut-être une résidence pour seniors. Mais j'ai refusé. C'est ma maison, mon jardin, mon espace. D'ailleurs, quel retraité suis-je? Je travaille encore à plein temps et je n'ai aucune intention d'arrêter. Mon téléphone a vibré. Un message de Quentin. Salut maman. J'ai appris la nouvelle pour le mariage d'Héloïse. On se voit là-bas. Comment vas-tu? Un message typique de mon fils. Court, poli, sans détails inutiles. J'ai tapé une réponse. Salut mon chéri. Oui, j'ai reçu le faire-part aujourd'hui. Tout va bien. Beaucoup de travail. Comment se passent tes cours? Il a répondu presque immédiatement. Bien. Je prépare un nouveau cours pour le prochain semestre. Content d'apprendre que tu vas bien. C'était toute la conversation. Pas de détails sur sa vie, pas de vraies questions sur la mienne. C'était comme un échange de politesse entre connaissances, pas une conversation entre une mère et son fils. Je me souviens d'une époque où Quentin me parlait pendant des heures de ses recherches historiques, me demandait conseil, partageait ses doutes. Maintenant, notre communication se réduit à ces messages superficiels toutes les quelques semaines. Ce n'est pas mieux avec Audrey. Elle est occupée par son travail et sa famille, ce qui est compréhensible. Mais même lorsque nous nous voyons, nos conversations dépassent rarement les banalités. Je ne connais la vie de mes enfants que par ce que je peux voir sur leurs réseaux sociaux. Et pourtant, je ne peux pas dire qu'ils me traitent mal. Ils ne sont pas impolis. Ils n'oublient pas les anniversaires. Ils envoient des cartes pour les fêtes. Ils se sont juste éloignés. C'est comme si j'étais devenue moins une personne proche et plus une obligation. Une vieille mère qu'il faut visiter régulièrement pour ne pas se sentir coupable. Je me demande si toutes les familles sont comme ça ou juste la mienne. Peut-être ai-je fait quelque chose de mal en les élevant. J'ai toujours été exigeante, c'est vrai. Peut-être ai-je passé trop de temps sur mon entreprise. Mais je les ai aussi soutenus dans toutes leurs entreprises. Je me suis réjouie de leur succès et je les ai aidés dans les moments difficiles. J'ai fini mon vin et je suis rentrée dans la maison. Sur la table du hall, il y avait des photographies. Les enfants à différents âges, les petits-enfants, Henri et moi le jour de notre mariage. Des moments heureux capturés pour toujours. Ils me rappellent que malgré la distance actuelle, nous avons eu de bons moments. Héloïse était spéciale. Ma première petite fille. Une fille avec mes yeux et le menton têtu d'Henri. Je me souviens lui avoir appris à identifier les oiseaux dans le jardin, lui avoir lu des histoires au coucher, avoir fait des biscuits ensemble en utilisant la recette de ma grand-mère. Où cette proximité avait-elle disparu? Elle s'était dissoute dans le temps, comme le brouillard matinal au soleil. Peut-être que le mariage sera une occasion de restaurer au moins une partie de cette relation. Je dois être optimiste. Après tout, je ne suis pas du genre à abandonner sans me battre. Ce n'est pas comme ça que j'ai bâti mon entreprise. Ce n'est pas comme ça que j'ai vécu ma vie. Je suis allée dans la chambre en faisant mentalement une liste des choses à faire demain. Je devais prendre rendez-vous avec le notaire. Peut-être que je commanderai quelque chose de spécial pour Héloïse chez un joaillier. Et je devrais revoir les documents pour le terrain. Le mariage n'était que dans un mois, mais je voulais que mon cadeau soit parfait. En m'endormant, je pensais au faire-part dans mon sac, au mariage à venir, à ma famille si proche et pourtant si éloignée, à quel point la vie est étrange. On construit une entreprise, on élève des enfants, on crée un monde autour de soi, et puis on se retrouve presque étrangère dans ce monde. Mais la nuit porte conseil. Comme disait ma mère, demain serait un nouveau jour, avec de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, et peut-être un nouveau chapitre dans ma relation avec ma famille. Le matin était ensoleillé mais frais. Un temps printanier typique à Nice. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude. Des années à diriger une entreprise m'ont appris à apprécier les heures matinales où mon esprit est frais et mon corps plein d'énergie. J'ai enfilé ma tenue de sport et je suis sortie dans le jardin pour ma promenade quotidienne d'une demi-heure. Henri se moquait toujours de ma pédanterie, mais c'est ce trait de caractère qui m'avait aidé à construire une entreprise prospère et à me maintenir en forme à 73 ans. Après le petit déjeuner, je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet et un stylo. Il restait 3 semaines avant le mariage d'Héloïse,
et je devais penser à tout. La tenue, le cadeau, le transport. J'ai toujours été une personne organisée, et la préparation d'un événement important ne faisait pas exception. D'abord, le cadeau. Il devait être quelque chose de spécial, quelque chose qui reflétait mes sentiments pour ma première petite fille, pas seulement un chèque dans une enveloppe, bien qu'un soutien financier soit également important pour un jeune couple. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au système de l'entreprise pour examiner mes actifs d'investissement. Entre autres, je possédais un terrain près de la côte, petit, mais dans une zone prometteuse. Je l'avais acheté il y a 10 ans, anticipant la hausse des prix de l'immobilier dans cette région. Mon intuition était bonne. Il vaut maintenant 4 fois plus. Ce terrain pourrait être une excellente base pour la future maison d'Héloïse et Daniel, ou un investissement lucratif s'ils décident de le vendre. C'est décidé. Je vais préparer les documents pour le transfert du terrain et y ajouter un chèque d'un montant important, assez pour commencer la construction s'ils le souhaitent. J'ai appelé mon notaire et pris rendez-vous pour le lendemain afin de préparer tous les papiers nécessaires. Point suivant, la tenue. J'ai ouvert mon placard et examiné son contenu d'un œil critique. Des tailleurs, plusieurs robes de soirée pour des événements d'entreprise, des vêtements décontractés. Rien de convenable pour le mariage de ma petite fille. J'avais besoin de quelque chose d'élégant mais pas trop voyant. Je ne voulais pas éclipser la mariée ou sa mère, mais passer pour une potiche ne faisait pas partie de mes plans. J'ai décidé de visiter une boutique à Cannes où j'achetais mes vêtements depuis de nombreuses années. La propriétaire, Marthe, connaissait mes goûts et me proposait toujours des options intéressantes. Je l'ai ajoutée à ma liste de choses à faire pour demain, juste après mon rendez-vous chez le notaire. Un appel téléphonique interrompit mes pensées. Le nom de mon fils s'afficha sur l'écran. « Bonjour, Quentin », répondis-je, sincèrement heureuse de l'entendre. Il préférait habituellement les SMS. « Salut, maman. » Sa voix semblait un peu tendue. « Comment vas-tu ? » « Je vais très bien. Je planifie le mariage d'Héloïse. Et toi ? Bien. J'ai fini le semestre. Maintenant, je trie des papiers et je me prépare pour mes recherches d'été, répondit-il, suivi d'une courte pause. Je voulais aussi parler du mariage. Tu as décidé de ce que tu vas porter ? C'était une question étrange pour un fils qui ne s'intéressait généralement pas à ma garde-robe. Je vais à la boutique demain. Je pense que je trouverai quelque chose de convenable. Pourquoi ? Rien de spécial, juste. Il hésita. Audrey a mentionné que ce serait très formel. Beaucoup de photographes, un vidéaste. J'ai compris ça de notre conversation. Ne t'inquiète pas, je ne mettrai pas la famille dans l'embarras avec une tenue démodée. Je n'ai pas pu m'empêcher de noter l'ironie. Quentin soupira. Maman, tu es toujours magnifique. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que ce sera une longue journée, avec beaucoup de monde et de bruit. Je pensais que peut-être tu ne devrais pas trop te fatiguer en restant si longtemps. La cérémonie, les photos, le début de la réception, et ensuite tu pourrais partir. Un frisson me parcourut l'échine. Mon propre fils essayait de me suggérer délicatement de quitter le mariage de ma petite fille plus tôt, comme si j'étais une vieille femme fragile qui ne pouvait pas supporter une soirée en famille. Merci pour ta sollicitude, mais je me sens très bien. Ma voix devint sensiblement plus froide. Je suis parfaitement capable d'assister à toute la célébration du début à la fin. Bien sûr, maman, acquiesça-t-il à la hâte. J'ai juste pensé. Peu importe. Tu sais toujours ce qui est le mieux pour toi. Ce ton condescendant, comme si j'étais une enfant capricieuse à qui on permettait de faire à sa guise. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réprimer mon irritation. Après tout, c'était mon fils, et j'étais sûre qu'au fond, il se souciait vraiment de mon bien-être. Il s'y prenait juste de manière maladroite. Quentin, j'apprécie ta préoccupation, mais je ne suis pas un vase de cristal qu'il faut protéger. Je suis une femme d'affaires qui travaille encore 10 heures par jour, conduit une voiture et fait des travaux physiques dans le jardin. Le mariage de ma petite fille n'est pas le genre de chose qui va me briser. Je suis désolé, maman, dit-il, l'air sincèrement embarrassé. Je ne voulais pas te blesser. Bien sûr, tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Au fait, tu as déjà choisi un cadeau ? La conversation prit un tour plus détendu. Je lui ai parlé de mes plans pour le terrain, et Quentin a approuvé l'idée. Nous avons parlé un peu plus de ses plans pour l'été, du nouveau cours qu'il préparait, et nous nous sommes dit au revoir. La conversation était assez amicale, mais j'ai gardé un mauvais pressentiment.
J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. C'est une chose étrange, les relations avec les enfants adultes. Autrefois, ils vous admiraient, cherchaient vos conseils, votre soutien, votre approbation. Maintenant, ils vous voient comme une créature fragile qu'il faut protéger de la vie. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a commencé après la mort d'Henri, il y a 10 ans. Je me souviens de cette période avec une clarté douloureuse. Cancer du pancréas. Un diagnostic qui sonnait comme une condamnation à mort. 6 mois entre le diagnostic et la fin. 6 mois qui ont bouleversé nos vies. Les enfants se sont précipités à la maison lorsque l'état de leur père s'est aggravé. Ils étaient attentionnés, prévenants, demandant constamment comment ils pouvaient aider. Et pourtant, même à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans leurs yeux. Un mélange de pitié et d'inquiétude, dirigé non seulement vers Henri, mais aussi vers moi. Après sa mort, cette tendance n'a fait que s'intensifier. Ils ont commencé à appeler tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Ils proposaient de m'aider pour des petites choses que j'étais parfaitement capable de faire moi-même. Audrey a insisté pour que je déménage plus près d'eux pour que je ne sois pas seule. Quentin se demandait si la maison et l'entreprise n'étaient pas trop pour moi. Au début, j'ai mis cela sur le compte d'une réaction normale d'enfants qui avaient perdu leur père et s'inquiétaient pour leur mère. Mais les mois ont passé et leur attitude n'a pas changé. Progressivement, j'ai commencé à remarquer qu'ils ne me demandaient plus mon avis sur les questions importantes. Si je proposais un conseil, ils écoutaient poliment, puis m'ignoraient tout aussi poliment. Je me souviens qu'1 an après la mort d'Henri, Audrey envisageait une offre d'association dans un cabinet d'avocats. J'ai proposé de discuter du contrat avec elle et de partager mon expérience en matière de négociation. Elle a souri et a dit « Merci, maman, mais c'est un monde différent maintenant. Le droit des sociétés, ce n'est plus ce que c'était à ton époque. » À mon époque, je négociais encore avec de grandes entreprises chaque semaine. Mais pour ma fille, j'étais soudainement devenue une personne du passé dont l'expérience était dépassée. Quentin était plus doux, mais non moins condescendant. Quand je lui ai suggéré d'investir une partie de son héritage de son père, il a écouté mes arguments et a dit « J'apprécie ta préoccupation, maman, mais j'ai déjà consulté un conseiller financier. Les approches d'investissement sont complètement différentes maintenant. » Encore ce « maintenant », comme si j'étais coincée quelque part au siècle dernier et que je ne comprenais pas les réalités modernes. Au fil du temps, leurs appels sont devenus moins fréquents et leurs visites plus courtes. Leur inquiétude n'avait pas disparu, mais elle était devenue plus formelle, comme une tâche sur une liste de choses à faire. Appeler maman. Ils demandaient poliment de mes nouvelles, mais mes réponses semblaient entrer par une oreille et sortir par l'autre. Je ne me suis pas plainte. Après tout, ils avaient leur propre vie et leurs propres soucis. Audrey et son mari Jacques construisaient leur carrière et élevaient leurs enfants. Quentin était absorbé par son travail universitaire et ses recherches. Je comprenais cela. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une amertume en voyant dans leurs yeux non pas le respect pour une personne expérimentée, mais une préoccupation condescendante pour une vieille femme fragile. Je n'ai jamais considéré l'âge comme un obstacle. Henri et moi avions prévu de travailler tant que nous en aurions la force et l'intérêt. Il n'a pas vécu pour le voir, mais j'ai continué notre plan. L'entreprise était florissante. J'introduisais de nouvelles technologies et apprenais des techniques de gestion modernes. À 73 ans, je n'étais pas un dinosaure coincé dans le passé. Mais pour mes enfants, il semblait que mon âge seul l'emportait sur tout le reste. Cela est devenu particulièrement évident il y a 5 ans, lorsque Lambert Création Verte a remporté un contrat pour l'aménagement paysager d'un nouveau campus technologique à Sophia Antipolis. C'était un grand projet avec un client prestigieux. J'étais ravie et j'ai partagé la nouvelle avec mes enfants lors du dîner du dimanche. « C'est merveilleux, maman », a dit Audrey. Mais il y avait de l'inquiétude dans sa voix. « Mais un si grand projet. Es-tu sûre de pouvoir le gérer ? C'est une énorme responsabilité. J'ai une équipe de 120 professionnels, ma chérie. Je ne vais pas déplacer les arbres moi-même. Bien sûr, mais quand même, la responsabilité, le stress. À ton âge, tu devrais te reposer davantage, dit-elle comme si j'étais sur mon lit de mort. À mon âge, répétai-je sèchement, des gens dirigent des multinationales, occupent des postes gouvernementaux et conquièrent des sommets. Je ne fais que gérer un projet que je suis parfaitement capable de gérer. La conversation était terminée, mais le sentiment est resté. Depuis lors, j'ai été moins encline à partager mes réalisations professionnelles avec mes enfants.
Pourquoi s'embêter s'ils les perçoivent comme une menace potentielle pour ma santé plutôt que comme une source de fierté? Mes pensées furent interrompues par un appel du bureau. Il y avait un problème avec le fournisseur de plantes pour un nouveau projet. Je me suis plongée dans mon travail, mettant mes sentiments personnels de côté. Le soir, après avoir terminé mon travail, je suis revenue à mes préparatifs de mariage. Un discours. Je voulais dire quelque chose de spécial pour Héloïse, même si personne ne s'attendait à ce que je parle. J'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai commencé à écrire. Ma première tentative était trop formelle, la deuxième trop sentimentale. J'ai déchiré les feuilles et j'ai recommencé. Ma mémoire m'a fourni avec complaisance des images de la petite Héloïse. La voici à 3 ans, l'air sérieux en m'aidant à planter des fleurs. La voici à 7 ans, dessinant le plan de son jardin parfait. La voici à 16 ans, discutant avec moi de ses rêves pour l'avenir. Je me souvenais comment elle me confiait ses secrets, comment elle venait me voir pour des conseils quand ses parents ne la comprenaient pas. Bien sûr, au fil des ans, nous nous sommes éloignés, le processus inévitable de la croissance. Elle est partie à l'université, puis a commencé une carrière dans le marketing. Nos conversations sont devenues moins fréquentes, plus courtes, plus superficielles. Et pourtant, je sentais toujours un lien avec cette fille. Peut-être parce que je voyais une partie de moi en elle, la même détermination, le même désir d'indépendance. La 3e fois, les mots ont coulé plus facilement. Je n'ai pas écrit un discours préparé, mais une lettre du cœur. Sur la fierté que j'éprouvais pour la femme qu'elle était devenue. Sur la façon dont je voyais en elle des qualités qui l'aideraient à construire un mariage solide. La sincérité, la loyauté, la capacité de compromis. Sur l'espoir que Daniel et elle créeraient une union basée sur le respect mutuel et le soutien. Quelque chose que Henri et moi avions connu pendant près de 50 ans. Je n'ai pas mentionné les platitudes comme « aimez-vous » ou « soyez heureux ». Au lieu de cela, j'ai partagé des observations spécifiques de ma propre expérience. L'importance de maintenir son indépendance même dans les relations les plus proches. La nécessité de dire la vérité même quand c'est inconfortable. La valeur de trouver de la joie dans les petits moments du quotidien, pas seulement dans les grands événements. J'ai terminé par un souvenir personnel. Peu de temps avant sa mort, Henri m'a dit que la plus belle chose dans notre mariage était que nous avions grandi ensemble, sans nous gêner, mais en nous aidant mutuellement à nous épanouir. Comme 2 arbres plantés côte à côte, avait-il dit. Les racines s'entremêlent, les cimes tendent vers la lumière, et ensemble, ils sont plus forts que seuls. Après avoir relu ce que j'avais écrit, je me suis sentie satisfaite. C'était sincère, sans sentimentalisme, mais avec la chaleur que je ressentais vraiment pour ma petite fille. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de prononcer ce discours au mariage, mais en tout cas, il restera mon cadeau à Héloïse. La sagesse que je voudrais lui transmettre. J'ai soigneusement plié la feuille de papier et je l'ai mise dans une enveloppe. J'ai sorti mon agenda et j'ai fait un plan pour demain. Un rendez-vous avec mon notaire à 10 heures du matin. Une virée à la boutique de Cannes à midi, puis déjeuner avec Marthe, ma vieille amie, qui est également invitée au mariage. Je dois encore réserver une voiture pour le jour de la cérémonie. Je préfère ne pas conduire pour des événements où il peut y avoir de l'alcool. Installé dans un fauteuil avec un verre de vin, je pensais à l'événement à venir. Le mariage d'une petite fille est un moment important dans la vie de toute grand-mère. Je voulais que tout se passe parfaitement, qu'Héloïse sente mon soutien et mon amour. En même temps, j'étais tourmentée par une vague inquiétude après ma conversation avec Quentin. Qu'est-ce que mes enfants avaient d'autre en tête? Quel rôle m'avaient-ils réservé lors de cette célébration familiale? J'ai repoussé ces pensées. Après tout, c'était le jour d'Héloïse, pas le mien. Mon travail était d'être là pour elle, de soutenir son choix et de me réjouir de son bonheur. Je gérerais le reste comme je l'avais toujours fait. Je n'avais pas bâti une entreprise à partir de rien, surmontant tous les obstacles sur mon chemin, pour rien. Une fête de famille n'était pas le genre d'épreuve qui pouvait me déstabiliser. Avec cette pensée, je suis allée me coucher, m'imaginant présenter à Héloïse son cadeau de mariage et prononcer le discours que je venais d'écrire. Dans mon imagination, elle me serrait dans ses bras, les larmes aux yeux, reconnaissante de ma sagesse et de mon soutien. La réalité serait probablement différente, mais personne ne m'interdisait de rêver. Pas même les personnes pragmatiques comme moi. Le jour du mariage d'Héloïse était parfaitement clair, comme si la nature elle-même avait décidé d'offrir aux jeunes mariés le cadre idéal pour leur célébration. Je me suis réveillée tôt, avant que mon réveil ne sonne. Je suis restée au lit à regarder les premiers rayons du soleil filtrer à travers les stores et à penser à la journée à venir.
Un sentiment étrange m'envahissait. Un mélange de joie pour ma petite fille et une vague anxiété que je ne pouvais expliquer. Me levant lentement, j'ai suivi mon rituel matinal habituel. Une douche écossaise, des exercices légers et une tasse de thé fort. Puis il était temps de me préparer pour la cérémonie. J'ai sorti de l'armoire une nouvelle robe vert d'eau, achetée spécialement pour l'occasion. Élégante mais pas prétentieuse. Elle était parfaite pour le rôle de grand-mère de la mariée. Marthe, la propriétaire de la boutique, m'avait assuré que la teinte faisait ressortir la couleur de mes yeux et me rajeunissait. Je ne sais pas pour le rajeunissement, mais la robe me seyait à merveille. Je me suis coiffée d'un chignon simple mais élégant, j'ai appliqué un maquillage subtil et j'ai mis un collier de perles, un cadeau d'Henri pour notre 25e anniversaire. Je me suis regardée d'un œil critique dans le miroir et j'ai été satisfaite de ce que j'ai vu. Respectable, de bon goût, sans chercher à paraître plus jeune que mon âge, mais sans une once de mauvais goût démodé. Sur la coiffeuse se trouvait une enveloppe avec le discours pour Héloïse, que j'avais écrit quelques jours plus tôt. Je l'ai relu une fois de plus, j'ai fait quelques corrections mineures et je l'ai mis dans mon sac à main. Puis j'ai sorti une autre enveloppe contenant les documents pour le terrain et un chèque. Je l'ai emballé dans une élégante boîte avec un ruban argenté, un cadeau de mariage pour les jeunes mariés. À 11 heures précises, la berline noire que j'avais commandée s'est arrêtée au portail de la maison. Le chauffeur m'a aidé à charger le cadeau et m'a galamment ouvert la portière. Je lui ai donné l'adresse du domaine où la cérémonie devait avoir lieu, et nous sommes partis. Le trajet a duré environ 40 minutes. Je regardais par la fenêtre les paysages de la Côte d'Azur qui défilaient, les palmiers, les pelouses manucurées, les bâtiments modernes et les touches de nature sauvage. J'avais toujours trouvé ce contraste charmant. C'est peut-être pour cela que j'avais choisi l'aménagement paysager comme vocation. L'opportunité de créer une harmonie entre le construit et le naturel. Le domaine nous a accueillis avec un parc impeccablement entretenu. Mon œil de professionnel a automatiquement remarqué la combinaison habile des couleurs, les élégants gazebos entrelacés de glycine et les allées géométriquement précises. En tant que paysagiste, je ne pouvais qu'apprécier le travail de mes collègues. Tout était fait avec goût, sans la vulgarité et le luxe ostentatoire dont de nombreux établissements similaires sont coupables. Je suis arrivé 2 heures avant le début de la cérémonie, exprès. Je voulais aider aux derniers préparatifs, voir Héloïse avant qu'elle ne devienne le centre de l'attention, peut-être lui parler seule. Le chauffeur m'a aidé à décharger le cadeau et l'a remis à un employé serviable du club qui a promis de le livrer à la table des cadeaux. J'ai été accueilli dans le hall par l'organisatrice du mariage, une jeune femme avec une tablette à la main et une oreillette. « Madame Lambert ?» demanda-t-elle en vérifiant sa liste. « Bienvenue. La cérémonie commencera à 13h30. En attendant, puis-je vous conduire à l'espace invité ? Des rafraîchissements légers et des boissons y sont déjà servis. » En fait, j'espérais voir ma petite fille, dis-je. Héloïse est déjà là. Oui, la mariée et son entourage sont arrivés il y a 1 heure. Ils sont dans une suite spéciale pour se préparer à la cérémonie. Mais je crains que vous ne puissiez pas y entrer pour l'instant. Les maquilleurs et les photographes travaillent. Je ne les gênerai pas. Je voulais juste. Maman! La voix d'Audrey retentit depuis le couloir latéral. Ma fille, vêtue d'une élégante robe lavande, s'est rapidement approchée de nous. Tu es déjà là? Sitôt. Je voulais aider aux préparatifs de dernière minute, expliquai-je en serrant ma fille dans mes bras. Et voir Héloïse avant la cérémonie. Audrey se tendit légèrement dans mon étreinte. Oh, ma chérie. Tout est déjà organisé. L'organisatrice du mariage s'est occupée de tout. Héloïse est occupée en ce moment. Coiffure, maquillage, séance photo. Le planning est minuté à la minute près. Je comprends, dis-je en essayant de cacher ma déception. Alors peut-être que je peux t'aider avec quelque chose. Vérifier les arrangements floraux, le plan de table. Ne t'embête pas, maman. Audrey me tapota légèrement la main. Contente-toi de te détendre et de profiter de la journée. Veux-tu que je te montre l'espace salon? Il y fait frais, avec des fauteuils confortables et une belle vue sur le jardin. J'ai compris le message. On m'écartait gentiment de toute participation aux préparatifs. Pour eux, j'étais juste une invitée âgée qu'il fallait installer dans un coin tranquille jusqu'au début de la cérémonie. Merci, ma chérie, mais je préférerais faire un tour dans le parc, répondis-je. Intérêt professionnel, tu sais. Je veux voir comment le paysagisme est organisé ici. Comme tu veux.
Audrey jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois retourner auprès d'Héloïse. On se voit à la cérémonie. Elle m'embrassa rapidement sur la joue et disparut dans le même couloir d'où elle était venue. Je suis restée debout dans le hall, me sentant un peu perdue. L'organisatrice du mariage tout sauta délicatement. Si vous souhaitez explorer le domaine, je peux vous proposer un plan, dit-elle en me tendant une brochure glacée. La cérémonie aura lieu sur la terrasse des Roses, et la réception se tiendra dans le grand salon. Merci. J'ai pris le plan et je me suis dirigée vers la sortie. J'ai passé l'heure suivante à me promener lentement dans le parc bien entretenu du domaine. Les jardins étaient vraiment impressionnants, des plantes habilement sélectionnées et un aménagement paysager intéressant. J'ai pris des notes mentales, notant des détails que je pourrais utiliser dans mes propres projets. Progressivement, le domaine a commencé à se remplir d'invités. J'ai regardé des voitures de luxe s'arrêter. Des personnes élégamment vêtues en sont sorties, ont été accueillies et escortées à l'intérieur du bâtiment. Je ne connaissais pas beaucoup d'entre elles, probablement des amis et des collègues du jeune couple ou des parents du marié. Décidant de retourner à l'intérieur, je me suis dirigée vers la terrasse des Roses. Je voulais voir comment elle avait été décorée pour la cérémonie. En chemin, j'ai remarqué un groupe de personnes engagées dans une discussion animée près d'un des gazebos. Au centre du groupe se tenait un homme grand, aux cheveux gris et à la posture impeccable, que j'ai reconnu sur les photos, Édouard Hérault, le père de Daniel, un banquier d'affaires bien connu. À côté de lui se trouvait l'organisatrice du mariage qui était censée être trop occupée pour me laisser voir ma petite fille. Elle écoutait attentivement les demandes de monsieur Hérault et hochait vigoureusement la tête, prenant des notes sur sa tablette. Un peu à l'écart se tenait ma fille Audrey, clairement tendue et essayant de sourire. Je ne me suis pas approchée d'eux, j'ai juste observé de loin. Quelques minutes plus tard, l'organisatrice a donné quelques instructions dans son oreillette, et plusieurs employés transportant des arrangements floraux se sont approchés du gazebo. Le réaménagement et l'ajustement des décorations ont commencé. Intéressant, pensais-je. Le temps et les ressources sont facilement disponibles pour les souhaits du père du marié. Édouard Hérault disait quelque chose, gesticulant de manière animée, et tout le monde autour de lui écoutait attentivement, y compris ma fille. Elle hochait la tête et souriait, essayant clairement de faire bonne impression sur son futur beau-père. J'ai décidé de ne pas m'immiscer et j'ai continué mon chemin vers la terrasse des Roses. La zone de la cérémonie était impeccablement décorée. Des chaises blanches avec des rubans lavande, une arche élégante couverte de fleurs fraîches, des pétales de roses éparpillés le long de l'allée. On aurait dit une photo d'un magazine de luxe. Beau, mais un peu impersonnel. Je n'ai rien vu dans le décor qui reflétait la personnalité de l'Héloïse que je connaissais. Mais encore une fois, peut-être avait-elle changé. Après tout, nous n'avions pas beaucoup communiqué ces dernières années. Peut-être qu'elle aimait maintenant ce genre d'esthétique glamour et impeccable. Ou plus probablement, les principales décisions avaient été prises par les parents de son fiancé, qui, à en juger par les apparences, finançait une partie importante de la célébration. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il restait 1 heure avant la cérémonie. Décidant de retourner dans le bâtiment, je me suis dirigée vers le hall. En chemin, j'ai rencontré plusieurs connaissances, de vieux amis de la famille et des parents éloignés. J'ai échangé des salutations et répondu aux questions habituelles sur ma santé et mes affaires. Personne ne m'a interrogé sur mon entreprise ou mes projets, seulement sur mon état de santé et comment je m'en sortais à mon âge. J'ai souri et répondu brièvement sans entrer dans les détails. Dans le hall, j'ai remarqué Quentin en train de parler avec un cousin d'Héloïse. Mon fils était élégant dans un costume sombre, que j'ai remarqué comme étant neuf et manifestement cher. Ce n'était pas que Quentin ne pouvait pas se le permettre. En tant que professeur d'histoire dans une université prestigieuse, il gagnait bien sa vie, mais il préférait généralement un style plus conservateur. « Maman !» Il m'a remarqué et s'est approché, m'embrassant sur la joue. « Tu es magnifique. »« Merci, mon chéri. Toi aussi. »« Nouveau costume. »« Oui. » J'ai décidé de renouveler ma garde-robe pour l'occasion. Il a regardé autour de lui. Impressionnant, n'est-ce pas? Les héros n'ont pas lésiné sur les moyens. Très joli, ai-je convenu. Bien qu'un peu standard. Je ne vois pas la personnalité d'Héloïse là-dedans. Quentin a légèrement froncé les sourcils. Maman, tous les mariages sont comme ça de nos jours. Héloïse est heureuse. Fais-moi confiance. Je l'ai vue il y a 1 heure. Elle était radieuse. Je suis contente de l'entendre, dis-je en marquant une pause.
J'espère que j'aurai l'occasion de lui parler aujourd'hui. Seul, je veux dire. Bien sûr, acquiesça-t-il, mais avec une certaine incertitude. Bien que l'emploi du temps soit très serré. Séance photo, réception, danse. Tu sais comment c'est. Je savais. Et je savais aussi que s'il le voulait vraiment, il trouverait 5 minutes pour qu'une grand-mère parle à sa petite fille. Au fait, continua Quentin en baissant la voix. As-tu préparé un discours ou un toast? Oui, dis-je en tapotant mon sac à main. J'ai écrit quelque chose pour Héloïse. Rien de long, juste quelques mots du cœur. L'expression de Quentin devint légèrement tendue. Maman, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Le programme de la soirée est très serré, et la liste des orateurs a déjà été validée. Le père de Daniel, son meilleur ami, la demoiselle d'honneur, et les parents, bien sûr. Donc, il n'y a pas de place pour la grand-mère de la mariée, demandai-je en essayant de rester calme. Ce n'est pas ça, dit-il, visiblement mal à l'aise. C'est juste que les organisateurs veulent que tout se passe selon le plan, sans aucun retard. Tu sais comment c'est dans les mariages. Si on donne la parole à tous les parents, la cérémonie ne finira jamais. Je comprends. J'ai hoché la tête avec prudence. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire de scène. Si Héloïse ne veut pas que je parle, je respecte sa décision. Je n'ai pas dit qu'Héloïse ne voulait pas que tu... Commença Quentin, mais il fut interrompu par un serveur s'approchant avec un plateau de champagne. Nous avons tous les deux pris un verre, et la conversation s'est naturellement déplacée vers d'autres sujets. Quentin a parlé de ses recherches et j'ai partagé des nouvelles sur le dernier projet de l'entreprise. Tout était poli et superficiel, comme d'habitude. Bientôt, un groupe d'invités nous a rejoints et Quentin m'a présenté à ceux que je ne connaissais pas. Ma mère, Viola Lambert, dit-il, et j'ai remarqué une légère surprise dans les yeux de certaines personnes. Apparemment, il s'attendait à voir une version plus grand-maternelle d'une femme âgée plutôt qu'une femme d'affaires en forme dans une robe à la mode. Progressivement, la salle s'est remplie d'invités. J'ai remarqué que la famille Hérault restait entre soi, entourée de personnes en costumes impeccables et en robes de grands couturiers, tout ayant l'air prospère et confiante. Il était évident que c'étaient des gens du monde de la finance. Même glamour, même manière, même capacité à se comporter comme s'ils possédaient le monde. L'organisatrice du mariage a commencé à inviter les convives sur la terrasse des Roses. La cérémonie devait commencer dans 20 minutes. J'allais rejoindre la foule en mouvement quand j'ai senti une main sur mon coude. « Maman, je peux te parler une minute ?» Audrey avait l'air légèrement alarmée. « Bien sûr, ma chérie. » Elle m'a emmenée à l'écart dans une petite alcôve où les autres invités ne pouvaient pas nous entendre. « Je voulais te parler de ce soir, » commença-t-elle, choisissant clairement ses mots. « C'est une soirée très chargée, et Jacques, la famille de Daniel et moi avons tout planifié dans les moindres détails. Quentin me l'a déjà dit. » J'ai hoché la tête. « Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas perturber votre programme. Ce n'est pas seulement le programme. » Audrey baissa la voix. « Tu vois, il y a beaucoup de gens importants ici ce soir. Les clients de Jacques, les partenaires commerciaux de Daniel, sa famille du monde de la finance. Ce n'est pas seulement une fête de famille. C'est aussi une sorte d'événement professionnel. » Je sentis une vague d'irritation monter en moi, mais j'essayai de rester calme. « Qu'est-ce que ça veut dire, Audrey ? » Ça veut dire que seuls les plus proches de la mariée et du marié porteront un toast. Elle marqua une pause. « Et s'il te plaît, ne sois pas offensé. Mais nous avons décidé qu'il serait préférable que ce soit des personnes qui connaissent bien l'étiquette de ce genre d'événement. » J'ai regardé ma fille, incapable de cacher ma surprise. « Tu penses que je ne connais pas l'étiquette ? Moi, qui ai fait des présentations devant les conseils d'administration de grandes entreprises. Moi, qui ai négocié avec des maires et des gouverneurs. Ce n'est pas ce que je voulais dire, maman. » Audrey avait l'air embarrassée. « C'est juste que ces gens, ils sont habitués à un certain format. Et Édouard Hérault a particulièrement insisté pour que tout soit parfait. Et je ne suis pas parfaite. » Ma voix est restée calme, mais à l'intérieur, je bouillais. « S'il te plaît, ne le prends pas personnellement. » Audrey posa sa main sur mon épaule. « Tu sais à quel point je te respecte, mais aujourd'hui, c'est le jour d'Héloïse, et nous voulons que tout se passe parfaitement. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma blessure et ma colère. Ma propre fille pensait que je pouvais déshonorer la famille devant des invités importants,
que je n'étais pas assez sophistiquée ou éduquée pour leur cercle. Ça faisait mal, mais je n'allais pas faire de scène. Pas aujourd'hui. Pas au mariage de ma petite fille. D'accord, Audrey, je comprends, dis-je finalement. Ne t'inquiète pas, je n'essaierai pas de porter un toast ou d'interférer avec le programme de quelque manière que ce soit. Le soulagement sur son visage était trop évident. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Elle me serra rapidement dans ses bras. Maintenant, c'est l'heure de la cérémonie. Tu es assise au premier rang, à droite de l'allée. J'ai hoché la tête et j'ai suivi ma fille jusqu'à la terrasse des Roses où les invités se rassemblaient déjà. J'ai trouvé ma place au premier rang. En effet, on m'accordait un respect formel en tant que grand-mère de la mariée, mais à l'intérieur, je me sentais comme une étrangère à cette célébration, une personne tolérée par politesse, mais pas jugée digne d'une participation active. Assise à ma place en attendant le début de la cérémonie, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont ma relation avec ma famille avait changé. Autrefois, j'étais le centre de cette famille, forte, respectée, écoutée. Maintenant, j'étais juste une parente âgée. Qu'il fallait asseoir dans un coin et surveiller pour s'assurer qu'elle n'embarrasse pas les invités importants par sa présence. La pensée était amère, mais je n'allais pas la laisser gâcher la journée. Aujourd'hui, ma petite fille se mariait, et j'allais être heureuse pour elle, quoi qu'il arrive. J'ai redressé les épaules et je me suis préparée à accueillir la mariée qui allait apparaître au son de la marche nuptiale. La marche nuptiale a commencé à 13h30 précise. Les invités se sont levés et se sont tournés vers l'allée. Je me suis également levée, sentant mon cœur battre plus vite en prévision de l'apparition d'Héloïse. Et puis elle est apparue, ma petite fille, conduite par son père, Jacques. Héloïse était éblouissante. Sa robe, classique avec les épaules dénudées et une longue traîne, accentuait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon élégant avec quelques boucles folles encadrant son visage. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'expression de son visage, heureuse, radieuse, avec une légère pointe d'excitation. À ce moment, j'ai vu en elle la petite fille qui s'asseyait autrefois sur mes genoux et écoutait des contes de fées. Elle est passée devant moi, me jetant un regard rapide et un léger sourire. Je lui ai souri en retour, retenant mes larmes. Comme elle avait grandi vite. Il semble qu'hier encore, je lui apprenais à identifier les fleurs dans le jardin, et aujourd'hui, elle marche dans l'allée pour fonder sa propre famille. La cérémonie était belle et touchante. Daniel, un jeune homme grand et en forme dans un smoking impeccable, regardait Héloïse avec une admiration sincère. Ils ont échangé leurs vœux, traditionnels mais prononcés avec un sentiment sincère. Lorsqu'ils ont échangé les alliances et que le prêtre les a déclarés mari et femme, les personnes présentes ont éclaté en applaudissements. J'ai applaudi avec tout le monde, ressentant un étrange mélange de joie et de mélancolie. Dans des moments comme celui-ci, on ressent particulièrement l'absence de ceux qui ne sont plus là. Henri aurait été si heureux de voir ce jour. Il a toujours eu un faible pour Héloïse, sa première petite fille, qui lui ressemblait tant avec son menton têtu et son amour des livres. Après la cérémonie, les invités ont été conviés à un cocktail pendant que les jeunes mariés et leurs plus proches parents posaient pour les photos officielles. On m'a également demandé de participer à quelques clichés. La série standard, grand-mère avec la mariée, grand-mère avec les jeunes mariés, 3 générations de femmes de la famille ensemble. Tout était poli, organisé et un peu mécanique. « Grand-mère, tu es magnifique », m'a murmuré Héloïse pendant une courte pause entre les photos. « Toi aussi, ma chérie. La plus belle mariée que j'ai jamais vue. » J'ai serré sa main. « Je suis si fière de toi. » « Merci, » sourit-elle, mais avec une certaine tension. Le photographe l'appelait déjà pour la photo suivante, et notre moment était perdu. Après la séance photo, les invités ont été conviés dans le grand salon pour la réception. Je suis entrée dans la salle élégamment décorée où un quatuor à cordes jouait déjà. Des tables rondes étaient disposées autour d'une petite piste de danse, chacune décorée d'arrangements floraux exquis et de bougies. Au centre de la salle se trouvait la table d'honneur pour les jeunes mariés et leurs parents. J'ai trouvé ma place selon le carton à mon nom. J'étais assise à la table numéro 2, assez proche de la table d'honneur pour montrer du respect, mais pas derrière elle. À ma table se trouvait Quentin, quelques parents éloignés d'Audrey et 3 couples âgés que je ne connaissais pas. Probablement des parents de Daniel. Viola Lambert, me suis-je présentée lorsque tout le monde s'est assis. Maxine Hérault, répondit l'élégante femme aux cheveux gris en face de moi. La tante de Daniel. Et voici mon mari, Bertram. Nous avons échangé des politesses.
Maxine s'est avérée être une agréable interlocutrice, bien éduquée et avec un sens de l'humour. Elle m'a interrogée sur mon entreprise, manifestement intéressée lorsque j'ai mentionné que je dirigeais une société de paysagisme. « Oh, comme c'est fascinant », dit-elle. « Notre jardin à Saint-Paul-de-Vence a besoin de quelques travaux. Peut-être pourrions-nous en discuter après le mariage. » « Avec plaisir, » dis-je en sortant ma carte de visite de mon sac à main. « Voici mes coordonnées. » Pendant que nous parlions, j'observais la table d'honneur. Audrey et Jacques étaient assis à côté des parents de Daniel. Tous les quatre discutaient de manière animée. Héloïse et Daniel, assis au centre, semblaient un peu détachés de la conversation générale, échangeant occasionnellement des phrases et des sourires discrets. J'ai remarqué que les parents de Daniel, en particulier son père, Édouard, se comportaient avec l'assurance de personnes habituées à être au centre de l'attention. Édouard disait quelque chose, et le reste de la table écoutait attentivement, y compris mes enfants. Audrey prenait même des notes sur son téléphone. Apparemment, Édouard partageait des contacts ou des conseils précieux. Le dîner était exquis. Plusieurs plats, chacun une œuvre d'art culinaire. Les serveurs se déplaçaient silencieusement et efficacement, remplissant les verres et débarrassant les assiettes vides. Tout était organisé de manière impeccable, mais je ne pouvais me défaire du sentiment d'assister à une réception d'affaires de haut niveau plutôt qu'à une célébration familiale. Pendant le dessert, le maître de cérémonie, un jeune homme au sourire professionnel et à la voix entraînée, a annoncé que la danse allait commencer. Daniel et Héloïse ont ouvert la soirée avec la traditionnelle première danse sur une chanson d'Édith Piaf. Ils se déplaçaient avec grâce, ayant manifestement pris des leçons pour l'occasion. Ils ont ensuite été rejoints par leurs parents, Jacques et Audrey, et Édouard et Catherine Hérault. Je les regardais, me sentant étrangement aliéné. Personne ne m'a invité à me joindre à cette danse familiale, même si j'étais la parente vivante la plus proche de la mariée après ses parents. Peut-être pensait-il qu'à 73 ans, je n'étais plus capable de danser. Drôle, sachant que je prends encore des cours de danse pour seniors 2 fois par semaine. Mais bien sûr, il ne le savait pas, ni beaucoup d'autres choses sur ma vie. Après la danse, les discours ont commencé. Le maître de cérémonie a invité le père du marié au micro. Édouard Hérault se leva avec une coupe de champagne, rayonnant de la confiance d'un homme habitué à parler en public. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix profonde et bien modulée. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union de 2 jeunes gens merveilleux, mon fils Daniel et sa charmante fiancée, Héloïse. » Son discours était impeccable, spirituel, touchant aux bons endroits, avec un équilibre parfait entre souvenirs personnels et vœux généraux de bonheur. Il a habilement inséré des références à la valeur de la famille, à l'importance de la tradition et aux perspectives d'avenir. Un véritable maître de l'art oratoire. Puis la mère du marié a pris la parole. Plus émotive, mais non moins éloquente. Après elle, le meilleur ami et partenaire commercial de Daniel a raconté quelques anecdotes amusantes de leurs années d'université. Jacques, le père d'Héloïse, a parlé un peu maladroitement, mais sincèrement. Il a mentionné à quel point il était fier de sa fille et heureux d'accueillir Daniel dans la famille. Audrey était plus posée. Son discours sonnait comme si elle l'avait préparé avec l'aide d'un rédacteur professionnel. C'était peut-être le cas. Ensuite, la demoiselle d'honneur, Sophie, la meilleure amie d'Héloïse depuis l'université, a prononcé un discours. Elle a raconté comment, avec Héloïse, elle rêvait de leur futur mariage en étant assise dans leur chambre d'étudiante avec une bouteille de vin bon marché. Les invités ont ri et souri. J'étais assise là, écoutant tous les discours, et je sentais une étrange inquiétude grandir en moi. Dans mon sac à main se trouvait mon propre discours, des mots que j'avais soigneusement choisis pour ma petite fille. Des mots que personne d'autre ne semblait juger dignes de cet événement impeccablement organisé. À ma grande surprise, après la demoiselle d'honneur, le maître de cérémonie a annoncé un autre orateur, Raymond Hérault, le cousin du marié. Et bien que Raymond n'ait pas pu voir Daniel souvent en raison de son travail à l'étranger, il a toujours été une partie importante de la famille Hérault, a expliqué le MC. Raymond, un homme grand de mon âge avec une allure militaire, s'est approché du micro. Son discours était court et quelque peu stéréotypé, avec des platitudes générales sur l'importance des liens familiaux et quelques anecdotes sur le petit Danny, qu'il admis n'avoir vu que quelques fois dans sa vie. J'ai senti mon indignation grandir. Un parent éloigné qui connaissait à peine le marié avait reçu le droit de parler, tandis que la grand-mère de la mariée, qui avait aidé à l'élever, avait été laissée de côté. C'était au-delà de la simple maladresse.
Lorsque Raymond a terminé son discours et est retourné à sa table, l'EMC a annoncé que les discours officiels étaient terminés et a invité tout le monde à profiter de la musique et de la danse. Le DJ a remplacé le quatuor à cordes et une musique de danse contemporaine a rempli la salle. J'ai regardé Héloïse et Daniel accepter les félicitations des invités, riant et étreignant leurs amis. Ma petite fille avait l'air heureuse, et c'était le plus important. Et pourtant, je ne pouvais me défaire du sentiment d'avoir été délibérément mise à l'écart, comme si je n'étais pas une parente proche, mais simplement un élément nécessaire du décor, une parente âgée qu'il fallait asseoir à une table respectable par respect pour la tradition, mais dont la participation active était indésirable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. Peut-être que je n'étais pas incluse dans la liste officielle des orateurs, mais je n'allais pas laisser cela m'empêcher de féliciter ma propre petite fille. Pas depuis une tribune publique. Je respectais leur désir de contrôler le programme de la soirée. Mais personnellement, du fond du cœur, je me suis levée de table, avec l'intention de m'approcher d'Héloïse. À ce moment, la musique s'est estompée et le MC a annoncé que dans quelques minutes, les jeunes mariés allaient couper le gâteau de mariage. C'était le moment idéal pour parler à ma petite fille avant le début de la nouvelle cérémonie. Je me suis frayé un chemin jusqu'au centre de la pièce où Héloïse se tenait, entourée de ses demoiselles d'honneur. Quand elle m'a vue, elle a souri et s'est avancée vers moi. « Grand-mère, je suis si contente que tu sois là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ma chérie. » Je l'ai serrée dans mes bras, sentant le parfum subtil de son parfum, le même que je lui avais offert pour son 25e anniversaire. Ce petit signe de continuité m'a touché. « J'ai quelque chose pour toi. » J'ai sorti de mon sac à main l'enveloppe avec le discours que j'avais écrit. Je sais que je ne peux pas le dire en public, mais je veux que tu le lises quand tu auras un moment de tranquillité. Héloïse a pris l'enveloppe, et quelque chose comme de l'embarras et du regret a traversé ses yeux. « Merci, grand-mère. Je ne manquerai pas de le lire, » dit-elle en baissant la voix. « Je suis désolée que tu n'aies pas été incluse dans la liste des orateurs. Ce n'était pas ma décision. Je te le promets. Je sais, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour ça. » J'ai serré sa main. Je voulais juste te dire à quel point je suis fière de toi et à quel point. À ce moment, j'ai remarqué Audrey s'approcher rapidement de nous. Son visage trahissait son anxiété mal dissimulée. « Maman, te voilà. » Elle s'est placée entre Héloïse et moi, comme pour créer une barrière. « Héloïse, ma chérie, le photographe te cherche. Quelque chose à propos des photos avec le gâteau. » « Oh, bien sûr. » Héloïse a hoché la tête, me lançant un regard d'excuse. « On parlera plus tard, grand-mère. » Elle s'est éloignée à la hâte, nous laissant Audrey et moi seuls. Ma fille s'est tournée vers moi, son sourire disparu, remplacé par une expression tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle en désignant l'enveloppe qu'Héloïse avait emportée. « Un petit discours que j'ai écrit pour elle, » répondis-je calmement. Puisque je ne peux pas le lire à voix haute, je voulais qu'elle le lise au moins. Audrey avait l'air sur le point de s'évanouir. « Maman, nous en avons discuté. Le programme de la soirée a été finalisé. La liste des orateurs a été convenue. Je ne vais pas parler en public, Audrey, » l'ai-je interrompu. J'ai juste donné une lettre à ma petite fille. Est-ce un problème? Non, bien sûr que non, dit-elle en essayant clairement de rester calme. C'est juste que, tu sais, ce n'est pas le meilleur moment. Héloïse est occupée. Elle a tellement de choses à faire. Tellement de gens veulent lui parler. Et sa grand-mère en fait partie, ai-je terminé pour elle. Je ne vais pas monopoliser son temps, Audrey. Je voulais juste la féliciter en personne. Audrey soupira, regardant autour d'elle comme pour vérifier que personne ne pouvait entendre notre conversation. Maman, s'il te plaît, comprends. Aujourd'hui est un jour très important, non seulement pour Héloïse, mais pour toute notre famille. Il y a tellement de gens influents ici. Et tu as peur que je dise quelque chose de déplacé? Je n'ai pas pu cacher l'amertume dans ma voix. Ta mère, qui dirige cette entreprise depuis 40 ans, ne sait pas se comporter en société. Ce n'est pas ça. Audrey baissa la voix jusqu'à un murmure. C'est juste que tout se passe si bien, si parfaitement. Nous ne voulons pas de surprise. Je sentis une vague d'indignation monter en moi. Tout ce que j'avais prévu de faire était de féliciter ma petite fille et de lui donner une lettre. Mais même cela semblait être considéré comme une menace potentielle pour leur événement parfait. À ce moment, le MC a annoncé que les jeunes mariés étaient invités à couper le gâteau de mariage.
Héloïse et Daniel se sont approchés du grand gâteau à 5 étages décoré de fleurs fraîches. Les photographes les ont entourés et les invités se sont rassemblés pour assister à la cérémonie de coupe traditionnelle. J'ai décidé que c'était le bon moment pour porter mon toast, après tout. Pas depuis la scène, juste en levant mon verre et en disant quelques mots en étant parmi les invités. Rien d'extravagant, juste une félicitation sincère d'une grand-mère. J'ai pris un verre de champagne d'un serveur qui passait et j'ai fait un pas en avant. Audrey, remarquant mon mouvement, m'a attrapé vivement le bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était à peine audible, mais pleine de panique. « Je veux porter un toast à ma petite fille, » répondis-je. « Juste ici, parmi les invités. Qui a-t-il de mal à ça ?» Sa prise sur mon bras s'est resserrée et elle s'est penchée vers mon oreille, murmurant si bas que personne d'autre que moi ne pouvait l'entendre. « N'ose même pas porter un toast. Tu vas nous faire honte devant tout le monde. » Je me suis figée, abasourdie par ces mots. Ma propre fille pensait que je pouvais les mettre dans l'embarras. Moi, une femme qui avait bâti une entreprise prospère, les avait élevés, les avait soutenus dans toutes leurs entreprises, j'étais considérée comme une source potentielle d'embarras. Ils avaient peur que je dise quelque chose d'inapproprié, d'indécent, ou simplement pas assez sophistiqué pour leur nouveau cercle d'amis. J'ai regardé dans les yeux d'Audrey et je n'ai pas vu de la colère ou du mépris, mais de la peur. La peur que sa mère ne corresponde pas aux standards de cette société scintillante qui s'était réunie pour le mariage. La peur que je détruise d'une manière ou d'une autre la façade soigneusement construite qu'elle avait créée. À ce moment, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une révélation soudaine, plutôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des années de négligence polie, de sourires condescendants, d'éloignement doux, tout cela s'est soudainement cristallisé dans cette phrase. « Tu vas nous faire honte devant tout le monde. » N'ose même pas porter un toast. Tu vas nous faire honte devant tout le monde. Ces mots flottaient dans l'air entre nous, sonnant comme du verre brisé. J'ai regardé dans les yeux de ma fille, la femme que j'avais mise au monde, élevée et à qui j'avais donné le meilleur de moi-même toute sa vie, et je ne l'ai pas reconnue. Son regard ne révélait pas seulement de la peur, mais de la panique. La panique que sa propre mère puisse détruire ses réalisations sociales d'un seul mot imprudent. Le temps sembla ralentir. Le mariage continuait autour de nous. La musique jouait, les invités riaient, les photographes cliquetaient, capturant Héloïse et Daniel coupant le gâteau. Mais pour moi, tout cela s'est estompé au loin, devenant un arrière-plan flou. Mon attention était entièrement concentrée sur cette prise de conscience, soudaine et douloureuse, comme un coup de poing dans le ventre. Pour mes enfants, je n'étais plus une personne dont l'opinion était valorisée, dont l'expérience était appréciée, dont la présence apportait de la joie. Je suis une menace potentielle pour leur réputation, une obligation ennuyeuse, une vieille femme démodée que l'on tolère par politesse. Et il ne s'agit pas de ce mariage en particulier. Il ne s'agit pas des riches parents du marié ou du pompeux Édouard Herrault ou du désir d'impressionner des invités influents. Tout cela n'a fait qu'exposer ce qui existait depuis de nombreuses années. L'aliénation progressive, le mépris poli, la condescendance. Depuis combien de temps avais-je fermé les yeux là-dessus? Depuis. Combien de temps avais-je justifié leur comportement par le surmenage, le stress, le cours naturel de la vie? J'ai lentement libéré ma main de l'emprise d'Audrey. Elle continuait à dire quelque chose, une sorte d'excuse et d'explication, mais je n'écoutais plus. Quelque chose en moi a cliqué, passant de l'interrupteur, subir, à agir. Maman, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? La voix d'Audrey semblait lointaine. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est juste pas le bon moment. Je me suis détournée d'elle en silence et je me suis dirigée vers la table des cadeaux. Mon cadeau de mariage, une boîte enveloppée de papier argenté avec un ruban élégant, se trouvait parmi les autres, soigneusement étiqueté de mon écriture. Pour Héloïse et Daniel, de la part de grand-mère Viola, avec amour. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant les documents pour un terrain au bord de la mer. Mon cadeau spécial, que j'avais préparé si soigneusement, en y mettant non seulement de l'argent mais aussi un morceau de mon cœur, un morceau d'avenir pour une jeune famille. J'ai pris la boîte dans mes mains, sentant son poids. Tant d'espoir était lié à ce cadeau. J'imaginais comment Héloïse et Daniel l'ouvriraient plus tard. Comment ils seraient surpris et ravis, peut-être même appelleraient-ils pour me remercier. Comment ce terrain deviendrait le début de leur propre maison, un endroit où leurs enfants, mes arrière-petits-enfants, grandiraient. Mais maintenant, je réalisais que ces rêves étaient naïfs. Mon cadeau serait accepté avec des sourires polis,
peut-être même des remerciements formels. Et puis il deviendrait juste un des nombreux actifs de la famille Hérault-Lambert. Rien de personnel, rien de spécial. Je me suis retournée et j'ai marché vers le centre de la salle où se tenaient les jeunes mariés, entourés d'invités. Audrey, remarquant mon mouvement avec la boîte dans les mains, s'est précipitée vers moi. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix semblait ouvertement alarmée. Je n'ai pas répondu. En m'approchant du centre de la salle, je me suis arrêtée à quelques pas d'Héloïse et de Daniel. Ils venaient de terminer la cérémonie du gâteau, riant et posant pour les photographes. Les invités se pressaient autour d'eux, levant des coupes de champagne. Lentement, sans attirer beaucoup l'attention, j'ai ouvert la boîte et j'ai sorti l'enveloppe. Elle était épaisse, de couleur crème, avec les documents et le chèque à l'intérieur. Le résultat de mes nombreuses années de travail, d'investissement et de planification. Un cadeau qui devait être l'expression de mon amour et de ma sollicitude. Je suis restée là quelques secondes, tenant l'enveloppe dans mes mains et regardant ma famille. Héloïse dans sa belle robe, si jeune et heureuse. Daniel, qui, je l'espère, la rendra heureuse. Je l'espère sincèrement. Audrey et Jacques, les fiers parents de la mariée qui avaient rejoint le cercle des gens riches et influents. Quentin, discutant avec quelques invités, probablement aussi des cercles universitaires. Ma famille, les gens que j'aimais le plus au monde, des gens pour qui j'étais devenu un appendice gênant, une source potentielle d'embarras. Audrey était presque sur moi, son visage un mélange d'irritation et d'inquiétude, mais elle était trop tard. Lentement, pleinement consciente de ce que je faisais, j'ai déchiré l'enveloppe en deux. Le son du papier qui se déchire était à peine audible au-dessus de la musique et des conversations, mais pour moi, il était assourdissant. Puis encore et encore, transformant les documents et le chèque en lambeaux. Les gens autour de moi ont commencé à remarquer. Certains des invités les plus proches se sont tournés dans ma direction, regardant avec perplexité la femme âgée déchirant méthodiquement des papiers. J'ai vu les yeux d'Audrey s'écarquiller et son rythme s'accélérer. Mais j'ai continué ce que je faisais. Quand il ne restait plus que de petits morceaux de l'enveloppe et de son contenu, j'ai desserré les doigts, les laissant tomber sur le sol. Ils sont tombés lentement, tourbillonnant dans l'air comme des confettis. Une addition ironique à l'atmosphère festive. À ce moment-là, la musique s'était tue, et de nombreux invités ont tourné leur attention vers la scène étrange. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, surpris, perplexes, mal à l'aise. Héloïse, remarquant l'agitation inhabituelle, s'est tournée vers moi. Son visage montrait de la confusion quand elle m'a vu debout au-dessus d'une poignée de morceaux de papier déchirés. « Grand-mère !» Sa voix semblait incertaine. Audrey m'a finalement atteinte et m'a attrapé le coude. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle. « Tout le monde regarde. » J'ai calmement libéré mon bras. « Je sais », répondis-je doucement mais fermement. « Laisse-les regarder. » Je me suis redressée, j'ai redressé les épaules et j'ai levé la tête. J'ai regardé droit dans les yeux d'Héloïse, puis j'ai jeté un coup d'œil à Audrey et Quentin, qui s'étaient également précipités, attirés par la scène inhabituelle. « Félicitations pour ce magnifique mariage », dis-je, et ma voix, bien que pas forte, résonna clairement dans le silence qui suivit. « Je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Puis je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. J'ai marché lentement, le dos droit et la tête haute, comme ma mère me l'avait appris il y a de nombreuses années. « Viola, disait-elle, quoi qu'il arrive, ne perds jamais ta dignité. » J'entendais les invités chuchoter derrière moi et j'ai vu du coin de l'œil qu'Audrey allait me suivre. Mais Jacques l'a retenu par le bras. Mon gendre est un homme intelligent. Il a compris que toute tentative de m'arrêter ou de s'expliquer ne ferait qu'aggraver la situation. Dans le hall, je suis allée au vestiaire et j'ai pris mon manteau et mon sac à main. Le portier, un jeune homme au sourire poli, s'est empressé de m'aider. « Voulez-vous que je vous appelle un taxi, madame ?» demanda-t-il. « Oui, s'il vous plaît. » En attendant la voiture à l'entrée du domaine, j'ai été envahie par un étrange sentiment de paix. Pas de regret pour le cadeau déchiré, pas de peur de l'inconnu, pas d'anxiété sur ce que les gens penseraient. Seulement la clarté et le calme intérieur d'une personne qui avait enfin pris une décision qui couvait en elle depuis longtemps. Le taxi est arrivé quelques minutes plus tard. Je suis montée à l'arrière et j'ai donné mon adresse au chauffeur. Alors que la voiture s'éloignait, je n'ai pas regardé en arrière le luxueux bâtiment du domaine où se déroulait encore le mariage de ma petite fille. Mon rôle dans ce drame avait été joué jusqu'au bout. 6 mois plus tard, le soleil se couchait lentement sur la mer Méditerranée, peignant le ciel et l'eau dans des tons de rose et d'or. J'étais assise sur la terrasse d'une petite villa à Majorque,
sirotant un vin local et regardant ce spectacle naturel. Le voyage aux Baléares était un de mes rêves de longue date que j'avais enfin réalisé. Les 6 derniers mois avaient changé ma vie plus que les 10 années précédentes. Après le mariage d'Héloïse, je suis rentrée chez moi et je me suis plongée dans le travail, non pas pour oublier, mais pour réaliser des idées que j'avais longtemps remises à plus tard. D'abord, j'ai élargi la géographie de Lambert Création Verte, en ouvrant un nouveau bureau à Lyon. C'était un risque, bien sûr, mais les calculs montraient que le marché y était prometteur, en particulier dans le segment du paysagisme écologique. J'ai personnellement sélectionné l'équipe, mené les entretiens et me suis plongée dans tous les détails. Mes managers ont été surpris de mon enthousiasme, mais ils ont rapidement suivi le mouvement. Ensuite, j'ai initié un projet de recherche sur l'adaptation des plantes méditerranéennes au climat du sud de la France, un sujet qui m'avait toujours intéressé, mais que je n'avais jamais eu le temps d'aborder. J'ai embauché 2 jeunes botanistes talentueux, alloué un terrain pour un jardin expérimental et investi dans du matériel de suivi. Et j'ai commencé à voyager. Pas les voyages organisés que beaucoup de retraités aiment, mais des voyages indépendants, soigneusement planifiés, avec un but. D'abord, ce fut un voyage au Japon pour étudier les jardins traditionnels. Puis le Maroc avec son approche unique de l'aménagement paysager en climat aride. Et maintenant, l'Espagne et ses îles, où j'ai exploré les méthodes locales d'aménagement paysager et de jardinage. Chaque voyage apportait non seulement de nouvelles connaissances et impressions, mais aussi des contacts professionnels. À Kyoto, j'ai rencontré un maître de l'art des jardins qui a accepté de donner une masterclass à mes designers. À Marrakech, j'ai rencontré l'inventeur d'un système d'irrigation innovant avec qui j'ai entamé une collaboration. Ici, à Majorque, j'ai trouvé un fournisseur de plantes méditerranéennes rares adaptées à la sécheresse. Juste ce dont j'avais besoin pour mon projet de recherche. Bien sûr, les enfants ont essayé de me contacter après le mariage. Audrey a appelé presque tous les jours la première semaine, mais je n'ai pas répondu. Quentin a envoyé un long email d'excuses, que j'ai lu, mais auquel je n'ai pas répondu. Héloïse a laissé plusieurs messages vocaux exprimant des remords sincères, ce qui m'a touchée, mais je n'ai toujours pas rappelé. Après 2 semaines de silence, j'ai envoyé à chacun d'eux un court message disant que j'allais bien. Je voulais juste être seule et me concentrer sur mon entreprise. Cela les a un peu calmés, mais leurs tentatives de renouer le contact ont continué. Audrey s'est présentée chez moi sans prévenir début novembre. Je venais de rentrer du bureau et je l'ai trouvée assise sur le porche. Elle avait l'air plus âgée et fatiguée. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle quand je me suis garée devant la maison. Je ne l'ai pas renvoyée. Ça aurait été mesquin. Je l'ai invitée à entrer et lui ai offert un thé. Nous nous sommes assises dans la cuisine où je lui préparais des biscuits après l'école, l'aidais à faire ses devoirs et écoutais ses problèmes d'adolescente. « Je veux m'excuser pour le mariage », commença-t-elle en regardant dans sa tasse au lieu de me regarder. Ce que j'ai dit était impardonnable. Oui, ça l'était, ai-je convenu calmement. Mais ce ne sont pas les mots, Audrey. C'est l'attitude qu'il y a derrière. Tu n'avais pas seulement peur que je dise quelque chose d'inapproprié. Tu me regardes depuis longtemps comme un fardeau, comme une vieille femme dont l'opinion n'a pas d'importance. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle, mais sans grande conviction. Si, et nous le savons toutes les deux, dis-je en prenant une gorgée de thé. Après la mort de ton père, Quentin et toi m'avez progressivement mise à l'écart de la vie de famille. Des appels téléphoniques polis pour les fêtes, des visites formelles, des sourires condescendants. Et aucun de vous ne me demande jamais mon avis, ne s'intéresse à mes projets, ne voit en moi rien d'autre qu'une mère vieillissante. Audrey était silencieuse, et je pouvais voir dans ses yeux que mes mots avaient fait mouche. Je ne t'en veux pas, continuai-je plus doucement. Tu es occupée par ta vie, ta carrière, ta famille. C'est naturel. Mais je suis aussi occupée par ma vie. Et elle est tout aussi épanouissante que la tienne. Je sais, maman. Elle m'a finalement regardée. Je ne sais juste pas comment arranger les choses. Peut-être qu'il n'y a rien à arranger. J'ai haussé les épaules. Peut-être devrions-nous simplement accepter la réalité telle qu'elle est. Tu es une avocate à succès avec ta propre famille. Je suis une entrepreneur à succès avec ma propre vie. Nous pouvons respecter les choix de l'autre sans essayer de prétendre qu'il y a entre nous une proximité qui n'existe plus depuis longtemps. Audrey avait l'air choquée. Tu suggères qu'on se sépare. Je suggère qu'on arrête de jouer à l'idylle familiale et qu'on commence à construire une relation honnête. Sans obligation, sans culpabilité, sans faux-semblants.
Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans ma vie, demande-le-moi. Si mon opinion t'intéresse, demande-la-moi. Sinon, ne fais pas semblant de t'en soucier. La conversation a été difficile, mais nécessaire. Après cela, Audrey a commencé à appeler moins souvent, mais nos conversations sont devenues plus sincères. Pour la première fois depuis longtemps, elle m'a interrogée sur mes projets d'entreprise, et je lui ai parlé de mon nouveau bureau à Lyon. Elle a vraiment écouté, posé des questions et même offert des conseils juridiques sur certains aspects. Les choses se sont passées différemment avec Quentin. Il est venu me voir avant Noël et m'a apporté un cadeau. Une édition rare d'un livre sur l'histoire du jardinage paysager. C'était un cadeau vraiment attentionné, et j'ai apprécié. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, maman, dit-il, assis dans mon salon. Et j'ai réalisé qu'Audrey et moi avons souvent été paternalistes envers toi. C'était mal, et je suis désolée. Ses excuses semblaient sincères, mais je n'en avais plus autant besoin qu'avant. Prendre mes propres décisions et me concentrer sur mes objectifs et mes projets m'avait donné une force intérieure qui ne dépendait pas de l'approbation de mes enfants. J'apprécie tes mots, Quentin, répondis-je. Et je suis contente que tu aies réalisé cela. Mais sais-tu ce que j'ai réalisé ces derniers mois? Que j'ai laissé votre attitude définir ma propre valeur pendant trop longtemps. J'ai cherché votre approbation et votre proximité pendant trop longtemps. Maintenant, je suis libérée de ce besoin. Il me regarda avec surprise, comme s'il me voyait pour la première fois. Tu as changé, maman. Non. J'ai secoué la tête. J'ai toujours été comme ça. J'ai simplement laissé mon rôle de mère éclipser tout le reste. Cela n'arrivera plus. J'ai rencontré Héloïse en février, quand elle est venue à mon bureau de sa propre initiative. Elle avait l'air plus mûre, plus confiante. Le mariage lui allait bien. Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. Elle a commencé quand nous nous sommes assises dans mon bureau. J'ai lu ta lettre. Le discours que tu avais écrit pour moi. C'est la plus belle chose que j'ai jamais lue. J'ai pleuré en arrivant à la fin. J'ai souri, me souvenant des mots que j'avais écrits avec tant de sentiments. Je suis contente qu'il t'ait touchée, ma chérie. Je suis tellement désolée que ça se soit passé comme ça, a-t-elle continué. Le mariage, ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Trop de politique, trop d'attentes des autres. Si je pouvais tout recommencer. Mais tu ne peux pas, l'ai-je interrompu doucement. Et ce n'est pas grave. La vie avance, pas en arrière. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui a été, mais ce qui sera. Nous avons parlé un peu plus de sa nouvelle vie avec Daniel, de mes voyages, des affaires. C'était une bonne conversation, honnête. Quand elle est partie, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai ressenti une véritable connexion pour la première fois depuis longtemps. Amène Daniel la prochaine fois, ai-je suggéré. Je connais à peine ton mari. Je le ferai, a-t-elle promis. Et je l'ai cru qu'elle tiendrait sa parole. Maintenant, assise sur la terrasse d'une villa à Majorque et regardant le coucher du soleil, je ressentais un profond sentiment de satisfaction. Pas de triomphe, pas de schadenfreude, mais la satisfaction de quelqu'un qui était enfin en paix avec soi-même. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de mon nouveau responsable de recherche. Les expériences avec les plantes méditerranéennes avaient donné leurs premiers résultats positifs. J'ai souri et j'ai pris une autre gorgée de vin. Il y avait tellement de projets devant moi, tellement d'idées, tellement d'endroits que je voulais visiter. Peut-être que ma relation avec mes enfants ne sera jamais aussi proche que je l'avais espéré. Peut-être qu'il y aura toujours une certaine distance entre nous. Mais maintenant, cela ne me faisait plus de mal. J'avais reconstruit ma vie, non pas autour de ma famille et de leur approbation, mais autour de mes propres valeurs, intérêts et réalisations. Je suis Viola Lambert, 73 ans, propriétaire d'une entreprise prospère, voyageuse, exploratrice. Une femme qui a enfin appris à se valoriser par-dessus tout. Et c'est peut-être la plus grande réussite de ma vie.